Alright, bienvenue à nos lives ATS du mercredi soir. Bienvenue à tous. Désolé du petit retard, je faisais un setup avec ma caméra, puis ça a été un peu plus long que prévu. Donc, aujourd'hui, on aborde quelques sujets. J'ai eu dans le fond, dans le box de questions, j'ai eu quand même pas mal de questions, puis j'en ai retenu quelques-unes qui valent la peine d'être abordées. Donc, d'entrée de jeu, je vais saluer tout le monde qui se connecte à l'instant. J'ai Fitness Daddy, salut Fitness Daddy, j'ai Fern, j'ai Raph, Doombell, Maxime Daudier, salut Doxime, Louis Lac, Gontier, Marc-Antoine. J'ai Sam, salut Sam, Deo 302. That's it, fait que tout le monde se connecte. Merci à tous qui se connectent. Puis, comme on fait à chaque semaine, ce que je fais, c'est que je drop un box, comme je l'ai dit. Le premier sujet que je veux aborder, c'est un sujet qu'on a justement eu une discussion avec l'équipe cette semaine. C'est que... je sais pas si vous entendez mon chat qui est là. Dans le fond, c'est le sujet, dans le fond, cette semaine qu'on avait avec l'équipe, c'est au niveau de la recomposition corporelle. Puis c'est drôle parce que on s'est fait poser une question, puis c'est vraiment pas, c'est un pur hasard, là, c'est pas comme si on faisait c'est pas du staging, là. C'est la recomposition corporelle. J'ai quelqu'un qui m'a posé comme question, c'est quoi le processus de recomposition corporelle? Qu'est-ce que je devrais faire pour améliorer ma composition corporelle? Là, je vais commencer juste par mettre la table là-dessus. La foutue recomposition corporelle, là, il faudrait savoir c'est quoi, dans le fond, c'est quoi une composition corporelle. C'est propre à chaque personne. Parce que quelqu'un peut dire comme moi, je veux améliorer ma composition corporelle, OK? C'est-tu parce que tu veux augmenter ta masse musculaire? C'est-tu parce que tu veux perdre du gras? C'est quoi pour toi la recomposition corporelle? Fait que c'est plus, je pense que quand les gens disent ça, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement d'objectifs qui sont soit qui est franc, ou dans leur tête, c'est clair, recomposition corporelle, c'est juste comme, regarde, je vais être plus en shape. Fait que c'est encore plus vague. Mais c'est clair dans leur tête que c'est être en shape, recomposition corporelle. Mais faut savoir c'est quoi le premier objectif. Fait que les premiers objectifs qu'on se fixe, c'est je m'en vais-tu vers une perte de gras, je m'en vais-tu vers une prise de masse musculaire, c'est quoi que je dois faire? Est-ce que je fais une relance métabolique aussi? Est-ce que je viens d'une diète qui est trop hypocalorique depuis trop longtemps, je fais trop de cardio, trop de stress? Fait que c'est ça qu'il faut setuper avant d'entrer de jeu pour qu'on sache où on s'en va. Puis je trouve que ce qui est le plus gros problème, c'est que tout le monde va être en shape, mais il n'y a pas personne qui sait c'est quoi son end goal ou qui a une vision après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, qu'est-ce qu'ils veulent ressembler ou quoi que ce soit. J'ai toujours le même commentaire, c'est comme, moi, je vais être plus en shape. OK, mais c'est quoi être en shape pour toi? C'est au même niveau que la recomposition corporelle, c'est la même chose. Fait que, faut que tu regardes puis tu te dises, OK, mais c'est quoi le physique que je vais atteindre dans 1 an? Dans 1 an, là, ça serait quoi? Si moi, je prends par exemple, dans 1 an, ça serait quoi le physique que je ferais comme, oh shit? Là, c'est un beau progrès qui me satisfait puis que je vais être content de m'être rendu là. Il faut que ce soit réaliste. Puis, on peut avoir un projet qui est à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais de se dire que je vais être en shape ou de faire une recomposition corporelle, tout ce que ça va faire, c'est que s'il y a quoi que ce soit qui se met devant vous, un obstacle, quoi que ce soit, mais vous n'aurez tellement pas de purpose fort pour continuer que vous allez sûrement lâcher. Fait que c'est tellement vague, quelque chose qui est vague, va donner des résultats vagues aussi. Fait que, d'entrée de jeu, comme j'ai dit, recomposition corporelle, il faut juste que tout le monde sache c'est quoi. Par rapport à sa recomposition corporelle, c'est quoi que vous voulez dire par rapport à ça. Les étapes d'une recomposition corporelle, c'est quoi? C'est par rapport à ce que tu veux. Fait que si on prend par exemple quelqu'un qui dit, moi, je veux gagner de la masse musculaire, OK, mais si je regarde tes photos puis que tu es dépassé le 15% de body fat, c'est sûr et certain qu'on va te mettre sur un déficit calorique puis on va t'amener à un pourcentage de body fat qui est au moins à 12%, au moins gros minimum, 12-10%. Puis après ça, on va pouvoir te dire, on s'en va dans une prise de masse musculaire. Parce que le problème qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme, moi, je veux prendre la masse musculaire. Oui, mais plus que tu es fat, moins que tu es anabolique. Fait que quand même bien que je te mets des carbs puis que tu bulks en malade, ça ne changera pas grand-chose. Tu vas juste prendre plus de fat. Fait qu'au total, il faut juste que tu sois conscient de ta condition physique en partant et te dire, OK, mon end goal dans 1 an, c'est ça, mais c'est quoi les étapes que je dois franchir pour me rendre jusque-là? Fait que la première étape, si tu veux prendre de la masse, il va falloir qu'on mette sur un déficit calorique, on augmente, on améliore ta recomposition corporelle. Non, c'est une joke que je fais. Il faut qu'on améliore, c'est vrai dans un certain sens qu'on améliore ton
ta composition corporelle dans le sens qu'il faut que ton baisse ton taux de fat. Fait que c'est prendre les choses, puis après ça, tranquillement pas vite, là, on s'en va vers une prise en masse musculaire, ça veut dire qu'on va aller vers l'augmentation de tes carbs, l'augmentation peut-être de tes fats un peu plus, mais c'est la première des choses qu'il faut regarder, c'est faire une introspection sur soi, puis regarder où est-ce qu'on s'en va avec ça. Après ça, j'ai quelqu'un qui dit « Ah, ben moi, je veux perdre du gras. » OK, tu veux perdre du gras, fine. Mais là, ça fait je sais pas combien de temps que tu es avec, soit avec un autre coach par toi-même, puis là, tu es en déficit calorique, tu es à, je sais pas, moi, tu es à du 1400 calories, puis là, tu me dis, OK, ben là, je veux perdre du gras, puis j'aimerais ça perdre un 20 livres. Ah, mais tu veux que je coupe, je vais couper. Mais maintenant, on va être rendu dans 2 mois, même pas un mois, on va être rendu à du 1000 calories, puis la réponse de ton corps, elle ne sera pas de perdre du gras, elle va être de storer plus que d'autres choses, ou tu vas juste stagner, puis après ça, tu vas être encore pire, tu vas prendre du gras. Fait que c'est comme, quand tu veux un objectif, ça se peut que cet objectif-là, il ne soit pas atteignable nécessairement là. Ça se peut que tu ne sois pas dans une phase où on peut travailler pour t'amener là. Fait que cette personne-là qui était trop hypocalorique, trop de stress, quoi que ce soit, mais là, il faut qu'on le mette dans un environnement, dans une atmosphère pour qu'elle puisse, après ça, ou qu'il puisse perdre du gras. Fait que souvent, tu vas avoir quelqu'un qui va commencer, puis là, fuck, c'est de mettre la table, parce que c'est de dire, ben là, ça fait trop longtemps que tu es dans cette phase-là, de vouloir perdre du gras, puis ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Mais parce que tu creuses. Fait que là, il faut qu'on te relance. Fait que là, c'est quoi? Bien, c'est l'augmentation des calories tranquillement, puis oui, ça se peut que tu prennes du fat un peu, ça se peut que tu vas prendre du poids un peu. Mais tout ça dans l'optique qu'après ça, on soit dans une belle position pour que on te flush ça. C'est le même principe qu'une plage de compétition. Si tu commences ta plage de compétition, puis tu es déjà quand même lean, mais que tu es à 1400 calories, tu veux que je fasse quoi? OK, on va faire 2 heures de cardio, mais après ça, tu vas crash. Fait que c'est pour ça que quand on fait une préparation de compétition, on prend jamais quelqu'un à 4 mois de la compé et dit « OK, c'est bon, on part ensemble. » Parce qu'on ne sait même pas dans quelle atmosphère, quel environnement que tu es. Il faut qu'on te prenne d'avance, qu'on te prépare à ta préparation de compétition, puis là, après ça, on s'en va, on coupe, puis là, on creuse là-dedans. Fait que c'est super important. Tu sais, j'avais quelqu'un aujourd'hui, j'avais en call pour commencer à faire la compétition. Puis la personne a dit, je peux-tu commencer à 4 mois de la compétition avec toi? Je suis comme, non, c'est sûr que non, je peux pas. Parce que je sais même pas en ce moment comment est-ce que ça va se passer. Ça se peut que quand on commence ensemble, que ça fonctionne pas super bien, puis on va être obligé de relancer ça, puis que ça prenne plus que le temps prévu, puis que finalement, on arrive, puis on soit rendu près de la préparation de compétition, puis je te dis, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne année pour faire une compétition. Puis ça, c'est une autre affaire aussi. Il y a beaucoup de monde qui se met de la pression. Ils disent comme, OK, cette année, je vais faire une compétition. Mais ça se peut que cette année, ce ne soit pas la bonne année aussi. Ça se peut que tout ce qui se passe dans ta vie, tout ce qui se passe, c'est pas nécessairement un environnement qui est viable pour que tu t'en ailles en compétition. Surtout si c'est ta première compétition. Quand ça fait plusieurs compétitions, ton corps est plus, je te dis pas endurant, mais plus tolérant. Puis même là, on va en voir des fois des gars, des pros qui vont faire comme, ben je suis obligé de me retirer. Ça va être l'aspect mental, l'aspect santé. On voit Samson Doda aujourd'hui qui s'est dit qu'il fallait qu'il aille à l'hôpital parce que niveau santé, son corps réagit pas bien, puis il ne sait pas s'il va faire le Arnold UK. Ben c'est parce qu'il faut qu'on soit conscient de où ce qu'on est. Puis s'il dit, ah non, no matter what, je le fais pareil, ben oui, mais à quel prix? Puis à quel prix aussi que tu vas arriver sur un stage peut être moins bon que, comme si on prend Samson, tu sais, il va être moins bon que quand il est allé à Columbus, ça sert à quoi? Fait que si tu veux faire une préparation de compétition, il faut que tu te mettes dans un environnement adéquat pour ça. Puis c'est pas grave, c'est pas cette année. Tu rencontres ton coach. Moi, j'en ai déjà eu des clients qui rencontrent puis il fait « Ah, cette année, on s'en va en compétition. » Ben regarde, on va voir ça finalement. Discute avec lui. Puis même lui, il le voit, il fait comme « Ouais, je pense pas que cette année, ça va être faisable. » Ben non, pas cette année parce que tu te manques de la masse musculaire. Ça n'a pas été aussi bien qu'on voulait. J'ai une fille qui a eu genre 2-3 opérations dans la même année. Maintenant, tu sais, complication, mais la progression, elle se fait pas pendant ce temps-là. C'est tout le temps la récupération, mais la progression, elle se fait pas. Fait, est-ce que ça vaut la peine de s'en aller sur un stage pour look pareil ou moins bon qu'avant? Non, tu veux être meilleur. Fait que ça se peut que ça soit pas la bonne année pour toi. Fait que j'ai dérouté un peu sur l'aspect de recomposition corporelle. N'hésitez pas si vous avez des questions, honnêtement. J'ai pas vu de questions popper, mais n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. La semaine passée, j'aimais ça, il y avait beaucoup de questions. L'autre sujet que j'avais, c'était au niveau du Mind-Muscle Connection. La personne me demandait comment on fait pour amplifier le Mind-Muscle Connection. Ça, le Mind-Muscle Connection, pour ceux qui ne le savent pas, c'est au niveau des ressentis musculaires. Si tu dis, par exemple, mon chest, quand je le fais, honnêtement, j'ai pas de pompe musculaire, je fais mon chest press, mettons, puis ça arrête juste parce que mécaniquement parlant, je suis plus capable.
souvent, il va y avoir une corrélation entre le ressenti et le développement musculaire. C'est pas faut savoir que le Mind-Muscle Connection, c'est pas le principal principe d'hypertrophie ou le principal mécanisme d'hypertrophie. C'est seulement un principe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas se fier à dire comme, OK, parce que tu as une pompe musculaire, c'est ça qui va te créer vraiment ton hypertrophie. Ton hypertrophie, c'est de la tension mécanique que ça prend. Par contre, pour avoir une bonne hypertrophie avec de la tension mécanique, il faut que tu aies un bon ressenti. Première des choses, quand on va commencer avec quelqu'un, c'est de regarder ses ressentis. On prend tous les groupes musculaires dans le questionnaire, puis on regarde sur une échelle de 1 à 10. 10 étant comme quand tu fais du bicep curl, puis là, tu sens que tu vas te déchirer ton chandail. Ça, c'est 10. Si on n'a pas des 10, des fois, les personnes, ça dépend de la perception aussi de soi. Si on a un 5, un 6, on se dit, OK, clairement, il n'y a pas un bon Mind-Muscle Connection. Donc, on va amener la personne à avoir un Mind-Muscle Connection qui va être beaucoup mieux pour avoir un meilleur ressenti et un meilleur développement. Fait qu'il y a une corrélation entre un weak body part, une partie qui est à travailler. Dans le fond, si je prends quelqu'un qui manque du chest, mettons, je me prends moi, quelqu'un qui manque du chest, souvent, même quasiment tout le temps, c'est le ressenti aussi qui n'est pas super bon. Donc, le ressenti, il y a plusieurs facteurs par rapport à ça qui vont nous amener à dire, bon, ben je peux augmenter mon ressenti en faisant ces choses-là. Voici les choses, j'en ai noté 7. C'est les 7 qui sont, selon moi, les plus viables. Il y a quand même d'autres techniques d'entraînement, mais les plus appropriées, la meilleure façon d'augmenter ton ressenti, ton Mind-Muscle Connection, ça va être de travailler tes groupes musculaires, bien, le groupe musculaire qui a un moins bon ressenti dans les parties contractées. Ce que je veux dire là, c'est que la tension maximale sur l'exercice, si on prend, par exemple, le chest encore, le pec. Si tu as de la difficulté à ressentir ton chest, ben va pas faire du bench press, dumbbell press, chest press. Va pas là-dedans. C'est tous des exercices que la tension maximale est en étirement. On va faire des pec deck, des crossovers. On va travailler comme ça pour aller augmenter le ressenti. Tu peux travailler avec des poulies. Ça va être des poulies avec un chest press à la poulie où il y a une tension qui est dans le mid-range. Ça va être un petit peu mieux que d'aller tout le temps dans l'étirement. Je ne dis pas de ne pas faire l'étirement, mais ça va être de favoriser ces exercices-là. Si je prends le biceps, je ne ferai pas du preacher curl, parce que le maximum de tension, c'est quand je suis rendu en étirement. Je vais faire du spider curl, je vais faire tous ces exercices-là qui vont augmenter la contraction de mon muscle. Donc, je priorise ces exercices-là, puis je vais maximiser le temps de contraction. Fait que je ne serai pas juste m'en aller dans le pic de contraction, je vais moi-même le contracter, je vais passer une seconde, 2 secondes en contraction pour justement augmenter mon ressenti. Deuxième des choses, faire les supersets de pré-fatigue. Donc, superset de pré-fatigue, ça peut être que je vais faire justement un crossover, un pec deck, puis après ça, je vais aller faire un exercice qui est en étiré. Fait que là, j'en ai pré-fatigué mon chest, ça va venir chercher une bonne pompe musculaire, du moins, essayez d'en avoir une si vous n'avez pas. Après ça, je vais faire un exercice en partie étiré ou en mid-range, peu importe, ça peut être un machine chest press qui est plus dans le mid-range étiré. Fait que je vais jouer avec ça. On peut faire de la pré-fatigue puis de la post-fatigue. Les deux peuvent être utilisés. Je préfère la pré-fatigue, qui va être de faire un exercice en contracté et après ça, un exercice en étiré au mid-range. Puis le post-fatigue, mais ça va faire un exercice en mid-range étiré, puis ensuite de ça, faire un exercice en contracté. Les deux sont bons. Je préfère l'inverse. Il y en a qui vont dire, ouais, mais si tu fais la pré-fatigue, tu vas fatiguer ton chest beaucoup. Quand tu vas arriver pour faire ton press, ça va être tous les autres groupes musculaires qui vont travailler, ton front delt, tes triceps. Vous n'avez pas tort si vous pensez ça. Par contre, c'est que l'objectif, c'est pas de faire 12 reps en crossover, puis après ça, 5 reps dans ton bench press, admettons, un Smith Machine bench press. Tu vas quand même contracter, tu vas passer du temps en contraction. L'objectif, ça va être quand même le Mind-Muscle Connection. Donc là, c'est pas d'aller chercher de la force. Donc là, à ce moment-là, tu vas avoir une capacité de recrutement qui va être plus facile. Ensuite de ça, troisième point, priorisez vos exercices, dans le fond, les groupes musculaires que vous avez des difficultés à développer et à ressentir en début de workout. J'ai un gars qui a juste, pas qu'il a juste pas de bras, parce qu'il y en a des bras comparativement à bien d'autres, mais comparativement à son physique au complet, là, si je regarde son physique, les bras, il n'y en a pas par rapport au développement de son physique. Bien, Christy, je vais faire des bras avant son chest, avant son dos, avant ses épaules, je vais faire ça avant.
Pourquoi? Parce que je veux qu'il y ait le maximum pas de force, mais d'énergie pour créer du potentiel de force à ces exercices-là, qui est justement ces bras. Là, d'autres vont dire, ouais, mais si tu fais tes bras avant ton épaule, ça veut dire que quand tu vas faire ton épaule, ton triceps va être recruté. Ben, c'est pas mal l'objectif. Fait que tu veux vraiment mettre en avance les groupes musculaires qui sont vraiment défaillants. Fait que de faire ça en début de workout, puis petit tips que je peux vous donner, des bands, là, oui, c'est, il y en a qui vont dire des bands c'est de la merde, mais non, c'est pas de la merde. John Meadows, il utilisait ça, puis c'est lui qui a popularisé ça dans le bodybuilding, il y a des raisons. On peut utiliser des bands pour faire bring up un muscle qui est défaillant. Ça veut dire, si, mettons, je prends les épaules, ben tu pourrais faire des bands à tous les jours, parce que tu travailles juste la partie contractée. Ça veut dire que tu crées moins de dommages musculaires. Ça va être quelque chose qui est avantageux à faire. Mais tu ne fais pas ça longtemps. Puis est-ce que c'est quelqu'un qui doit faire ça toute l'année? Non. Tu fais ça par certaines périodes. C'est quelque chose qu'on peut faire. Ensuite, ben, l'activation. L'activation revient un peu à tout ce qui est travailler en partie contractée que j'ai dit tantôt, puis travailler en début de workout, partie activation. Ça va être de prendre un exercice comme... si, mettons, je prends le dos, on va changer de groupe musculaire. Si je prends le dos, moi, de mon côté, je fais quasiment tout le temps du one-arm lat row. Pourquoi? Parce que ça va chercher vraiment le bas de mon lat. Puis, c'est ce que j'ai le plus de difficulté à développer, puisque 99% du monde a le plus de difficulté à développer, c'est le bas du lat. Tout le monde va faire du dos, ils vont recruter l'upper back, c'est commun, mais le lower lat, c'est très difficile. Fait que je vais toujours commencer avec un one-arm lat row pour aller pre-exhaust comme il faut, pour aller bien sentir mon lower lat, ce qui est le plus dur à aller chercher. Puis après ça, je vais monter, puis je vais chercher d'autres exercices dans mon dos qui vont aller vers l'upper back. Ça, c'est Chris Cormier qui m'a apporté ce tips-là. Puis... ce que je trouve c'est très intelligent, c'est que peu importe ce que tu vas faire dans les autres groupes musculaires, dans les autres exercices de dos, ben tu travailles quasiment tout le temps ton upper back. Si tu le fais mal, si tu le fais comme il faut, tu es quasiment tout le temps en train de travailler ton upper back. Fait que tu es mieux de commencer avec le lower lats, d'aller chercher ça, d'aller vraiment comme chercher le maximum, puis après ça, tu vas monter tranquillement parce que ça, c'est ce qui est le plus facile à recruter. Fait que tu commences avec ce qui est plus difficile, puis après ça, tu montes tranquillement. Donc, l'activation. Une autre des choses super importantes, si tu as un mauvais ressenti, si tu as un mauvais mind-muscle connection, ben c'est bien beau tout ce que j'ai dit, mais si tu exécutes mal tes exercices, tu as une mauvaise exécution, c'est sûr que tu n'auras pas un bon ressenti. Fait que de parfaire ton exécution de mouvement, ça fait partie des principes de Progressive Overload. Progressive Overload, on se rappelle, c'est soit d'augmenter ta charge, le nombre de répétitions, le tempo, parfaire ton mouvement aussi. Donc, parfaire ton mouvement, ça veut dire peut-être baisser ta charge, puis retravailler sur l'exécution de ton mouvement. Il y a beaucoup de powerlifters que c'est ce qu'ils font. Quand ils vont faire des deloads, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont justement regarder, ils vont se filmer pour voir leur exécution de mouvement. Ils vont être moins lourds pour justement reprendre des fois des bases que quand tu lèves pesant trop longtemps, à un moment donné, tu développes des petites anomalies, des mauvais mouvements. Fait que c'est une bonne façon de juste se filmer, regarder son mouvement et faire comme OK, mais c'est sûr que quand je le fais, il y a ça qui fonctionne moins bien. Puis là, c'est sûr que c'est pas aussi avancé. Ben c'est de regarder, OK, ben y a-t-il un coach qui peut me corriger? Est-ce que je peux me prendre un entraînement privé? Nous autres, nos clients, ce qu'on fait, s'il n'y a pas des bons ressentis, on suggère des privés. C'est sûr que là, maintenant, la mode des coachs online, il n'y a plus de privé. Nous autres, on en fait encore. c'est la raison pourquoi on fait ça. Sinon, ben vous venez à nos événements, les dimanches, on en fait un à chaque mois. Donc, j'ai dit parfaire l'exécution de mouvement, puis je m'en allais dans une direction, puis j'ai complètement dérivé, mais c'est pas grave. Ça fait partie de ma personnalité. Donc, ensuite de ça, sixième des choses, si vous avez un partner, si vous avez quelqu'un avec qui vous vous entraînez, si vous êtes deux, prenez le temps de demander à la personne, OK, là, je vais travailler mon rear delt. Souvent, le rear delt, c'est une des places que le monde a de la difficulté à développer. Bien, faites juste mettre vos doigts sur le rear delt. Dans le fond, le principe, c'est que c'est au niveau neural. Quand vous avez un ressenti, vous avez quelqu'un qui vous touche là, ça va être plus facile de ressentir le mouvement quand vous allez le faire. Tout ce qui est le dos, tout ce qui est rear delts, tout ce qui est dans la chaîne postérieure, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un bon ressenti. Fait que quand on a un partner qui va juste mettre le doigt, c'est moi des fois ce que je vais faire, c'est que je vais juste comme pincher comme ça.
L'ischio, même affaire. L'ischio, c'est bon, des fois, moi, je vais juste comme taper sur l'ischio pour sentir la personne, elle va le sentir aussi. Fait que c'est toutes des choses à faire. Le chest, c'est moins, on le voit bien, on est là, c'est toujours qu'est-ce qui est le plus à la chaîne postérieure. Tu sais, si tu mets tes doigts sur le quad, là, c'est comme, c'est pas mal moins efficace que dans le dos. Ensuite de ça, une des choses à considérer, une autre des choses, quand là, on a fait tout ce pattern-là, c'est d'augmenter la fréquence de ton exercice, de ton groupe musculaire. C'est-à-dire, si mon chest est développé, bien, si je le fais une fois par semaine, parce que moi, j'ai vu que dans Muscular Development, Jay Cutler faisait une fois par semaine son chest, bien, il était dans le champ. Parce que Jay Cutler, il a un astifi de gros chest, puis il n'a pas besoin de le faire à tous les 3 jours ou 4 jours. Fait que augmente ta fréquence. En plus, si tu es naturel, tu as encore plus besoin de fréquence d'entraînement parce que tu as encore moins anabolique, tu as moins de synthèse de protéines qui se fait souvent. Tandis que quand tu es on PEDs, bien là, ta synthèse de protéines, ça fait 24/24. Fait que tu as besoin d'aller créer de la fréquence d'entraînement. Tu as le phénomène de surcompensation que j'ai déjà parlé. Il faut que tu touches un groupe musculaire puis tu ailles retoucher à peu près 3-4 jours après pour aller chercher la surcompensation. Donc, la fréquence, c'est à ne pas mettre de côté. L'exécution de mouvement aussi, vraiment, vraiment beaucoup. Puis, dernière des choses. Mettons que tout ça, là, t'es sur la grosse coche. Puis là, tu dis, ouais, mais Frank, moi, ça arrive, là, des fois, là, j'arrive au gym, puis, astique, j'ai pas une bonne pompe musculaire, puis pourtant, tu sais, j'ai mangé toutes mes meals, puis, tu sais, ça va bien mes affaires. Mais il n'y a pas juste ça qu'il faut que tu regardes. Parce que moi aussi, ça m'arrive des fois d'arriver au gym, faire mon workout, puis calique, j'ai déjà eu des meilleures pompes que ça, puis c'est quoi que je regarde dans ce temps-là? Fait que mettons que je fais un exercice, puis que je fais mon dos, je fais un exercice de dos, puis là, je suis comme, non, mais ça, la pompe n'est pas bonne. Bon, je vais regarder, je vais me dire, OK, est-ce que mon exécution de mouvement est ça coche? La réponse est supposée être oui. Sinon, ben là, je viens de trouver le problème. Si c'est pas ça, là, après ça, je vais me tourner. OK. Qu'est-ce qui aurait pu avoir un impact aujourd'hui? Parce que là, dans le fond, tout ce qui est les parties contractées, la pré-fatigue, priorisé à début de workout, le groupe musculaire, l'activation, bien, tout ça, là, je veux dire, j'ai pas besoin de penser à ça parce que c'est de la programmation, ça. Donc là, puis toucher l'endroit par un partner, ça aussi, si, mettons, j'ai un partner qui touche, puis calique, j'ai pas de bon ressenti, pas de bonne pompe, bien là, c'est des facteurs qui sont autres que ça, qui sont très, très reliés à la veille, qu'est-ce que j'ai fait, et durant ma semaine, et durant ma journée. Fait que là, c'est de regarder, OK, est-ce que cette semaine, j'ai eu du bon sommeil? Pas juste hier, là. Est-ce que hier, j'ai bien dormi? Oui, c'est good, mais est-ce que ça fait 3-4 jours que tu dors comme la merde? Si oui, bien ça, c'est une grosse réponse à pourquoi tu n'as pas de pompe musculaire. Après ça, est-ce que tu subis du stress pas mal aujourd'hui, puis les autres jours? Ça peut être juste aujourd'hui que tu as été fucking stressé, tu es ambulancier, tu es pompier, tu es policier, tu es entrepreneur, ça va pas à job, et peu importe, limite, ça roulait à job comme jamais, puis tu été stressé tout le temps, bien ça déplite ton glycogène dans ton muscle, ça. Tu as mangé tous tes repas, fine, OK, c'est good. Est-ce que tu as consommé la même quantité de sodium? Oui, OK, c'est pas ça. La même quantité d'eau? OK, oui, c'est pas ça. Donc, ça, on en a parlé, le stress, on en a parlé, puis derrière les choses, je pense que j'ai passé à peu près tout. Je me mets ça sur ma main, mais ça ressemble à ça. Fait en gros, c'est pas mal ça. Si tout ça, c'est bien fait, tu es supposé avoir une pompe musculaire. Si le Mind Muscle Connection, ta périodisation, ta programmation est bien faite, tu n'es pas supposé dire « Ah, j'ai pas une bonne pompe musculaire ». Là, ça veut dire que c'est vraiment ton exécution de mouvement. Mais si ton exécution de mouvement sur le champ est bien faite et tu n'as pas de pompe musculaire, c'est tout ce que je viens de dire là. Le stress, vous sous-estimez ça à côté. Je suis allé faire une conférence il y a 2 semaines à Tremblant, puis c'est pas hyper stressant, mais c'est un stress pareil d'une conférence. Puis il a fallu que je me couche plus tard, j'ai dormi des 6 heures à peu près ish, là, parce que je faisais mes PowerPoint pour le vendredi. J'étais parti le mercredi. Fait que mercredi, jeudi, vendredi, mais j'ai pas bien dormi le mardi à mercredi, puis mercredi à jeudi à vendredi, j'ai dormi à 5 heures, 6 heures à peu près, parce que je faisais mes PowerPoint. Le vendredi, je donne ma conférence. 15 minutes après, paf! J'étais knocké raide, brûlé bien raide. Mais le soir, quand je suis m'entraîner, pensez-vous vraiment que j'avais de bonnes pompes musculaires? Ben non, j'ai pas eu une super bonne pompe musculaire. Puis ça n'a pas été juste le vendredi, le samedi aussi, puis le dimanche aussi. Puis après ça, tranquillement pas vite, ben mon sommeil a catch-up, puis là c'est revenu, puis tranquillement pas vite. Puis
Mon look était bien plus dégueulasse. J'étais comme déplete, je me sentais moins bon, j'étais plus flat, je me sentais moins en shape. Mais c'est normal, ça. Ça fait partie de la game. La vie, c'est pas genre tout le temps, là, je mange toutes mes meals, je bois toute ma consommation pareil, le sodium, tout est good, le sommeil est parfait, pas de stress. Je veux dire, on a toujours des étapes, il faut être capable de les accepter. Puis c'est quand tu as plus de connaissances que tu es capable de les accepter. Et même là, je peux vous dire que même quand tu as ces connaissances-là, des fois, c'est comme on se dit, je me sens quand même comme de la merde, je me sens que je suis pas en shape aujourd'hui. Ben oui, ça arrive. Mais après ça, il faut que tu te rappelles, OK, mais pourquoi que je me sens de même? Il y a une raison. Puis là, tu fais le tour, puis tu dis, OK, c'est à cause de mon sommeil, ouais. OK, il faut vraiment que je fasse attention. Puis à ce moment-là, si c'est ton sommeil, mais tu dis, OK, mais ça, c'est ma priorité cette semaine, là, parce que c'est pas vrai que je vais continuer à avoir ce même beat-là. Si c'est parce que tu n'as pas une bonne consommation d'eau, ben là, tu mets l'accent là-dessus. Fait que c'est important de connaître tout ça pour que si ça arrive, que tu n'as pas de perte musculaire, puis que tu te sens moins en shape, puis tu te sens plus flat, ben tu regardes de prendre action. Puis c'est super simple, là. Si tu as toujours le même beat de vie pas mal, quand tu déroges un peu puis que tu te sens comme la merde, fais le retour sur ta semaine au complet, tu vas le voir tout de suite, c'est quoi le problème, là. Tu vas le voir tout de suite. Donc, pas de questions, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui se connecte, mais pas de questions par rapport à ça, j'imagine. Tout le monde a des bonnes pompes musculaires au gym. Tant mieux, je suis bien content. Moi, ça m'arrive pas tout le temps d'avoir des super pompes, là. Ça arrive des fois que, comme il y a 2 semaines. Good. Donc, avant d'arriver à l'autre sujet, que selon moi, j'étais comme, voyons, c'est que, il me semble qu'en ça, j'ai encore ces questions-là. Puis ça fait partie de mon défaut. Des fois, je me dis, ça, tout le monde sait ça. Mais des fois, c'est la base, puis il faut revenir à la base, puis savoir pourquoi qu'on fait telle chose, telle chose. Fait que, je vais essayer de poser une question. C'est quoi la source de créatine que je devrais utiliser, puis est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Puis là, j'ai pas parlé de la personne en passant, là, parce que je veux dire, j'ai déjà été très jeune, puis la première fois que j'ai pris de la créatine, là, ça a pris du temps. À vrai dire, la première fois que j'ai pris de la créatine, j'avais, je crois que c'était 15 ans. Je faisais du kickboxing, puis je commençais le gym aussi pas mal. Fait que j'avais acheté, c'est du V12 Turbo que ça s'appelle. Déjà, le nom en partant, non, c'est pas vrai, ça c'est mon deuxième, c'est du Pinnacle. Le pot était blanc, là, avec, en tout cas, c'était vraiment old school. J'étais allé au shop, puis j'ai demandé ça. Puis, première fois que je prends ça, c'est de la créatine avec stimulant. Sacrement, j'ai jamais été aussi bon que ça au basket, puis je suis pas bon au basket, je peux vous dire. J'avais été m'entraîner le midi, j'avais pris ça. Puis après ça, j'étais dans le sport-études, puis après ça, on jouait au basket, puis en tout cas, je volais sur le terrain. Mais bref, en tout cas, première fois que j'avais de la créatine, moi, je cache ça dans mon plafond suspendu chez nous, au-dessus de mon lit, parce que je me dis ça, c'est comme des stéroïdes un peu, tu sais, dans ma tête. Fait que je veux pas ma mère boire ça. Ben, Christy, ma mère, elle l'a découvert. Fait que là, ma mère, à un moment donné, je suis revenu de l'école, puis elle avait 2 bras croisés avec le pot de main, avec mon père qui était assis sur la chaise, ma mère a les bras croisés de même, puis là, je fais comme, oh shit. C'est quoi ça? Fait que là, je suis comme, ben ça, c'est des suppléments. Fait que, à ce moment-là, je me suis fait interdire de prendre de la créatine. Parce que, pourquoi? Parce que il y avait de la méconnaissance. Fait que, après ça, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais arrêter, je vais performer. Fait que là, je suis retourné me chercher un autre pot, de la V12 Turbo, de SAN Nutrition, S-A-N Nutrition, je pense plus que ça existe. Puis là, j'ai dit, hey, je suis pas fou, je vais le mettre dans mon garde-robe, en haut, ça sera pas visible. 3 jours plus tard, je suis revenu, puis le même scénario. Ma mère a les bras croisés avec mon père. Puis là, ma mère, elle a dit, ben là, on va te payer une nutritionniste parce que c'est pas vrai que tu vas prendre de la créatine de même. Ben, je suis content parce que ça a coûté 350$ pour me faire dire à moi et ma mère que c'était vraiment bon que je prenne de la créatine pour mon sport. Fait que depuis ce temps-là, je prends de la créatine. Mais ça m'a tellement fait rire. Jérémy qui dit, j'ai un autre commentaire, Déo qui dit très complet comme explication. Merci Déo. À part ça, j'ai Jérémy Couture qui dit par rapport à ce que tu parles, mais pas rapport à ce que tu parles, mais j'aimerais ça comprendre le principe du top set suivi du back of set. OK, man, on va parler de ça. Sam qui dit pas les stéroïdes, ça, la créatine? Ouais, ça le fait souvent dire. OK, je revenais à la créatine, puis je vais parler du principe du top set versus le back offset. C'est une très bonne question, j'aime ça. OK, j'aime ça parce que tout le monde parle de ça, le top set, mais personne ne sait vraiment comment l'utiliser puis comment on devrait faire une progression dans son entraînement par rapport à un set. Je vais vous expliquer c'est quoi
un setup là, de 4 séries d'un exercice qu'on devrait faire de la meilleure façon. C'est quoi un perfect scenario? Dans mon anglais le plus parfait. OK, on setup, on a fait notre premier exercice. Mettons, on arrive dans notre gros set, pas notre gros set, mais notre gros exercice en série B. J'arrive en série B, c'est du squat, peu importe. J'aime ça le squat. Fait que c'est du squat. Je fais on va mettre ça au plus simple, 4 x 10. Je fais 4 x 10 au squat. Ce que je vais voir, premier scénario, c'est le gars qui va mettre 3 plates de chaque barre. Il va faire 10 reps, mais fucking failure. À 10, là, il shake. Deuxième set, il met 10 il va faire 10 reps encore. Deuxième set, il a ses 3 plates encore. Il arrive à 9, là, fuck, raccroche. Troisième set, 3 plates encore parce qu'il veut faire 10. Il fait son set, il arrive à 8, raccroche. Puis là, dernier set, top 7, il arrive, il fait son 4e set avec 3 plates encore, puis il en fait 6. Parce que là, il est exhausted fois 1000 de 3 top 7 qu'il a fait, à vrai dire. Parce que je viens de dire, c'est le 4e, c'est le top 7. C'est supposé. Mais il n'a pas fait un top 7, à vrai dire. Ce qu'il a fait, c'est de l'échec musculaire de A à Z. Série 1, 2, 3, 4. Comment voulez-vous bien setuper votre exercice, votre pattern, votre patron moteur pour faire un top 7 si en partant, vous vous exhaustez? Puis là, on va dire, moi, mais Frank, c'est important, tu l'as dit qu'il faut aller à l'échec. Oui, il faut aller à l'échec, mais pas au premier set. Premier set, comment est-ce que ça fonctionne? Setup parfait. Déjà, je vais revenir. Là, je vous ai fait le scénario du gars qui est parti 3 plates tout le long. Il y a eu 3 plates tout le long. Il s'est donné failure. Fait que là, il a fait, mettons, 10, 9, 8, 6 reps. Scénario parfait. Le gars setup ses affaires, il va faire 10 reps, il va mettre 2 plates. Il va faire 10 reps, il y a du gaz dans la banque, ça veut dire que peut-être qu'il y a 3 reps, 4 reps en banque encore. Ce qu'il a fait, c'est un beau tempo, selon ce qui est écrit sur sa feuille que son coach a fait. Il a fait un beau tempo, il a respecté ça. Il n'a pas fait 20 reps, là. Il a fait 10 reps. Parce que c'est le target range. Après ça, deuxième set. Rajoute un 25 chaque barre. Il va faire 10 reps encore. Tempo encore bien exécuté. Il reste après 2 reps en banque. Fait que là, on est à 2 plates 25, à peu près. Là. Je dis à peu près. Après ça, troisième set. Il met 3 plates. Il va faire 10 reps. 10 reps, il en reste peut-être une. Il était proche de failure, mais il en reste peut-être une. Raccroche. Quatrième set. 3 plates, 25. Il va faire ses 10 reps. Il arrive, il en fait 9, peut-être 10. Raccroche ça, exhausted. Il y a un phénomène de tonnage qu'il faut prendre en considération. Le phénomène de tonnage, c'est quoi? C'est le nombre de charges au total. Si on fait le 3 plates, 3 plates, 3 plates, 3 plates, il faut le nombre de répétitions. C'est combien au total qu'il a fait versus l'autre qui a fait du progressive overload, qui a commencé à 2 plates, 2,25, 3, 3,25, puis qui a fait 10, 10, 10, 10 reps. On s'entend pour dire que le gars, le deuxième gars, qui a fait le scénario parfait, a eu beaucoup plus de charge sur son corps, sur son exercice, que le premier gars. Parce que le premier gars, il s'est tué en partant. Fait qu'il n'a pas pu continuer. Fait qu'au total, il y a une bien meilleure progression, un bien meilleur phénomène d'hypertrophie qui va être fait de la deuxième personne. Fait qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un phénomène de tonnage aussi. Il n'y a pas juste le « je me donne un échec », that's it. C'est pas juste ça. Il faut être intelligent dans ça. Puis vous allez le voir, on en fait des live workouts. Ça fait 2 semaines que je fais ça. Puis des fois, on s'essaye. Moi, je vais faire comme, OK, là, cette semaine, j'essaie d'augmenter ma charge. J'essaie de faire plus de reps. Oups, je fais au 3e set, j'ai pris trop lourd, trop pesant. Ça arrive, ça. Sauf que l'objectif, c'est de faire ce que je vous ai dit là. C'est jamais parfait, là. C'est jamais comme j'ai dit, là, tac, 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 de même. Sauf que c'est ça qu'il faut viser. Puis quand on vous dit 4 x 10 reps ou 12, 10, 8, 6 ou 12, 10, 10, 8, peu importe. Le dernier set, là, quand même tu m'en fais pas 8, là, m'en contrefous, là. Si tu m'en as fait 6, ah non, hey, c'est pas bon ça. Mais non, de quoi c'est pas bon? Semaine prochaine, t'en fais 7. Tu reprends le même poids, t'en fais 7. Après ça, c'est de même qu'on progresse. C'est pas genre, il m'a dit d'en faire 8, fait que là, quand j'arrive à 8, je raccroche, big, t'en avais encore 2. Ouais, mais il m'a dit d'en faire 8. C'est le même principe. C'est comme, faut que tu progresses. Fait que je sais pas si ça vous aide. Ça, c'est pour le principe du top 7. OK, toi, c'était le principe du top 7 suivi du back offset. Dans le fond, un back offset, c'est un drop set, dans le fond, quasiment. Là. C'est un peu le même principe. C'est que tu vas faire 12, 10, 8,
Puis là, tu vas peut-être faire un 12 reps avec le poids que tu avais à 10 répétitions. Fait que j'aime ça le back offset quand que je me suis un peu fucké, quand que justement dans mon Progressive Overload, j'ai mis trop pesant sur ma troisième série, puis j'étais comme shit, genre j'étais fucking failure. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le poids que j'avais pris pour mon 10 reps, mettons un exemple, là, puis là je vais faire 12 reps, 13 reps. Fait que je vais faire ça, je vais le faire de cette façon-là. Ça m'arrive de faire ça. Mais back offset, c'est pas nécessairement the best thing to do, là, c'est pas... c'est pas le principe là, de best à faire. Là. Je fais une traduction. Bonne question, ça, Jérémy. Ouais, pour le back offset, ouais, c'est une très bonne question en passant. J'aime ça. Sam qui dit moins de chances de bien recruter ton muscle si tu es exhaustif dès le début. Exactement. Tu sais, pourquoi qu'au début on commence ça de cette façon-là? C'est que ton corps enregistre le tempo parce que t'es pas en train de fail. Fait que ton corps enregistre le tempo, l'exécution du mouvement aussi. Plus que tu avances, viens pas me dire que dans ton 4e set, là, quand tu es à failure, que tu comptes 1, 2, 3, en bas 1, 2, tu remontes, puis là, une répétition. Tu recommences. Non, impossible. Dans le fond, il faut que ton corps enregistre le patron moteur et le tempo que tu vas avoir pour que quand tu aurais ton 4e set, tu sois capable de même pas penser, puis juste comme y aller comme que ton corps a enregistré les premiers sets. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est impossible que tu puisses penser à tout en même temps. Je veux dire, en tant que coach, je suis pas capable de compter, regarder ton mouvement, puis de corriger en même temps. Puis après ça, de motiver aussi. Je suis pas capable. C'est, quand on coach quelqu'un, c'est comme ça que je le dis. C'est comme, tu veux-tu avoir un compteur de reps? Tu veux-tu avoir un gars qui te motive? Ou tu veux avoir quelqu'un qui te corrige? Il y a 3 choses, mais je peux pas faire les 3 en même temps. Impossible. Si tu le fais comme il faut, c'est sûr que je te regarde ton mouvement, puis je te corrige, puis je pense à tout ça, mais je peux pas compter en même temps. Je veux dire, quelqu'un qui peut faire ça, il fait un petit peu à peu près, puis l'autre un petit peu à peu près. Fait que c'est un ou l'autre. Puis après ça, si tu vois quelqu'un qui te crie après, mais il peut compter tes reps un peu, mais c'est un entre-deux. Fait que ce que je vais faire, c'est que quand on va coacher, la façon dont je fonctionne, c'est que premier set, deuxième set, je vais regarder le mouvement, le pattern de la personne, comment est-ce qu'elle fait pour la corriger, pour l'amener à son top set. Puis son top set, elle n'a plus besoin de penser nécessairement. Puis là, je rentre dedans, je la motive. Puis là, c'est là qu'on va faire les dernières reps. C'est comme ça qu'on doit setuper un coaching. Puis comment est-ce que toi, tu devrais faire ton entraînement quand tu es tout seul. Jérémy dit wow, c'est bien expliqué, merci beaucoup, ça fait plaisir Jérémy, mais des bonnes questions de même, j'aime vraiment ça parce que ça l'apporte pas juste à toi mais à beaucoup de monde aussi, fait que très bonne question. Donc j'en revenais à la fameuse créatine. Bon, fait que après mon histoire de créatine qui finalement a fini par que ça coûte 350$ à ma mère pour qu'on continue à acheter la créatine, je vais vous dire à quel point c'est pas bon. Non, c'est pas vrai. La créatine, dans le fond, là, moi, je viens de la mode de la créatine créalcaline. Je viens de la mode de la créatine éthylester, de la créatine phosphore. En tout cas, j'en oublie d'avoir d'autres noms aussi, d'avoir la créatine Disney aussi, j'imagine. La créatine qui fonctionne, là, qui a eu le plus de recherche, à vrai dire, la créatine, c'est le supplément qui a eu le plus de recherche, c'est la créatine monohydrate. Est-ce que c'est bon, la créatine monohydrate? C'est super bon. C'est bon au niveau cognitif, c'est bon au niveau musculaire, c'est bon sur plusieurs aspects. Là, le monde dit « Ouais, mais tu vas faire de la rétention d'eau. » Ça, c'est ce qu'on avait dans le temps, là. Puis, ils nous vendaient la créatine. C'était fou, là. J'avais un gars au shop qui m'avait dit « La créatine éthylester, la molécule est plus petite, fait que là, tu fais pas de rétention d'eau avec ça. » Ce qui est complètement foutument faux, là. Mais... je vous reviens avec ça, c'est que tu fais de la rétention, c'est pas de la rétention d'eau comme qu'on fait quand on fait de l'eau des mollets ou des genoux. Là. Dans le fond, c'est de l'accumulation, c'est intracellulaire, mais tu veux ça, c'est ça que tu veux. Ton muscle est constitué d'eau, t'en as besoin, donc c'est pour ça qu'on parle de rétention d'eau, mais c'est pas de la rétention d'eau là, négative comme qu'on peut voir si tu as des problèmes de santé. Donc, pourquoi on prendrait la monohydrate? C'est parce que c'est le supplément qui a eu le plus de recherche là-dessus. Il n'y en a pas eu sur la éthylester ou la... Puis je ne sais même pas si ça se vend encore la éthylester ou la créalcaline. Je pense que oui, là, mais... Ensuite de ça, au niveau de la façon de prendre ça, de la façon de consommer ça, tu devrais pas te soucier à ce point-là à dire comme OK, il faut absolument que je le prenne à telle heure, ma créatine. Par contre, on pourrait le prendre à n'importe quel moment de la journée puis toujours le prendre pendant ce moment-là pour pas l'oublier. C'est pas mal ça. Puis c'est ce que je fais avec mes suppléments aussi. Je prends tout ça le matin.
à part certains suppléments spécifiques. La créatine, il y a juste une chose, c'est que ça va aider au storage du glycogène. Si la créatine aide au storage du glycogène, ça veut dire que le moment où tu consommes le plus de glucides, ben, tu devrais consommer ta créatine à ce moment-là. Logiquement, le moment où tu vas consommer le plus de glucides, ça va être en post-workout, après ton entraînement. Donc, c'est pour ça que la créatine, je le conseillerais de le prendre en post-workout pour aider à ton storage du glycogène. Fait que le glycogène, vous avez compris, c'est les glucides et tout ça, que ça va aider à assimiler. C'est pour ça que je le conseillerais plus en fin de workout. Ben, en fin de workout, après ton workout, en post-workout. Donc, c'est un petit peu ça. Puis, j'avais noté quelque chose aussi. Il y avait des recherches qui ont été faites au niveau cognitif qui disaient que ça pouvait aider aux gens qui ont des crises épileptiques à réduire les fréquences des crises épileptiques. Donc, c'est quand même pas n'importe quoi non plus. C'est, tu sais, la créatine, là, c'est conseillé à n'importe qui. Ça peut être à Manon qui a 55, 65, 80 ans. Ça peut être à Monique aussi. Ça peut être n'importe qui. Le problème, c'est qu'il y a de la fausse, de la malinformation, puis les gens vont penser que c'est négatif, mais c'est hyper bénéfique pour l'humain de consommer de la créatine. Fait que, en gros, c'est pas mal ça. J'avais une dernière question. Si vous n'avez, c'est le temps de les poser. Je vois qu'il y a du monde qui écrive, mais j'ai pas eu de questions nécessairement autre que sur les sets. Ceux qui viennent de se connecter, vous irez réécouter le live. C'était un bon live sur comment faire une bonne exécution d'un exercice sur tes 4 séries. Donc, dernière question que j'avais, je la trouvais bonne, mais dans le fond, c'était un truc pour ne pas snoozer. Je trouve ça bon parce que un truc pour ne pas snoozer, il n'y en a pas nécessairement beaucoup. Moi, je vais vous en donner un bon, là, c'est de faire ce que tu aimes dans la vie. Ça en est un maudit bon. Parce que si ça ne te tente pas d'aller travailler, tu vas avoir le goût de snoozer assez longtemps. Deuxième des choses, si, admettons, tu n'aimes pas ton travail et tu ne veux pas snoozer, c'est une joke en passant, tu peux mettre ton cellulaire juste comme sur ton bureau plus loin, fait que tu es obligé de te lever pour aller snoozer. Tu ne peux pas le snoozer. Puis, tu as une fonction sur ton téléphone, je ne sais pas si tu savais, tu as une fonction sur ton téléphone qui t'empêche de snoozer. C'est un iPhone, les autres, je ne sais pas, qui t'empêche de snoozer. Fait que, Sam qui dit un tip pour ne pas snoozer, lève-toi. Effectivement. Fait que, tu as ça sur ton téléphone, ça va t'empêcher de snoozer. Puis j'avais, je me souviens plus de son nom, mais c'est Robbins, pas Tony Robbins, mais c'est Mel Robbins. Mel Robbins qui disait qu'elle, ce qu'elle faisait quand son cadran sonnait, tout ce qu'elle faisait, c'était compter 1, 2, 3, go. C'est vraiment cave, là, mais c'est son truc, elle se comptait 1, 2, 3 go, puis t'as pas le choix de te lever. Fait que ça fait juste comme te setuper un pace. C'est un truc que je peux te donner. Fait que, en gros, c'est ça. Puis, snoozer. J'ai pas d'autres trucs, honnêtement. J'en ai pas d'autres. Sam qui dit, beaucoup de gens se demandent s'il va faire un blast de créatine. Ah, c'est bon, ça. À vrai dire, dans mon temps, parce que moi, je suis vraiment vieux, ça disait qu'il fallait que tu fasses une blasting phase de 20 grammes par jour, si je ne me trompe pas, 20 grammes par jour pendant une semaine pour augmenter ton storage. Puis après ça, tu fais une phase de maintien. C'est totalement faux, là. Tu n'as pas besoin de ça. Puis c'est vrai, je n'ai pas parlé des quantités. Il n'y a pas de quantité fixe pour, OK, telle masse musculaire ou quoi que ce soit, ou tel poids. Par contre, pour un à peu près, là, parce qu'il n'y a rien de précis là-dedans, en bas de 200 livres, tu sais, mettons en bas de 200, là, 190 et moins, 5 grammes, t'es bien correct. Après ça, 200 et plus, prends-toi un 10 grammes par jour, ça ressemble pas mal à ça. Mais non, t'as pas besoin de faire de blast pantoute, ça n'a pas rapport. Ça, c'était avant. Je sais pas si c'était par méconnaissance ou parce que les compagnies, ils se disaient, on va les faire blaster au début, comme ça, ils vont en prendre plus, puis on va en vendre plus. Je sais pas si c'est ça. Donc, pour ce soir, pour ce live, j'ai pas d'autres questions. J'ai Ève Gagnon, Ève Bepo qui vient se connecter. Salut Ève. Donc, si j'ai pas d'autres questions, excuse-moi Ève, on finit là-dessus, mais bienvenue pareil. Donc, si j'ai pas d'autres questions, je vais terminer le live sur ces belles paroles. Si je peux me permettre, par contre, il y a l'événement du 17 mars, l'événement ATS. Je sais pas s'il y en a qui sont jamais venus. Par contre, si vous n'êtes jamais venus, on a 5 places qu'on ouvre pour nos j'allais dire non membres, mais nos non clients. À vrai dire, les événements ATS, c'est réservé à nos clients, puis on ouvre 5 places, pas mal à chaque mois, on en fait un, puis on ouvre 5 places à des gens qui sont pas clients avec nous autres pour venir voir c'est quoi. Ce que je trouve cool, c'est que
aujourd'hui, j'ai une personne que j'ai eu en appel qui voulait commencer à faire de la compétition, qui n'était pas une cliente avec nous autres. Elle est venue à l'événement il y a 2 semaines. Puis c'est à cause de ça qu'elle va faire sa première compétition. Elle m'a dit l'ambiance, le fait que je devais me pousser au maximum parce que c'était motivateur ou quoi que ce soit. Elle dit ça m'a recrinqué. Cette fille-là, elle avait comme un peu délaissé l'entraînement. Elle s'entraînait coup-ci, coup-ça. Puis là, elle est retombée dedans à côté. Elle dit ça m'a comme redonné ma flamme. Fait que moi, juste de savoir que ça l'inspire du monde à se donner plus puis aller faire la compétition, ben c'est carrément notre objectif. Parce que les événements, au début, c'est l'entraînement. On est tous les coachs dans le gym. On se promène, on corrige le niveau biomécanique, on motive le monde. Puis après ça, il y a le posing. On fait toujours venir une fille de posing pour les bikinis, puis wellness, figure, on s'en occupe. Puis on fait posing pour les gars. Mais ça, je trouve ça vraiment cool. Fait que 17 mars, si vous êtes partant pour souffrir puis en apprendre, ben 17 mars, vous avez juste à... Je pense qu'on a mis un post, puis il y a un formulaire à remplir là-dessus. Comme ça, si vous réservez votre place. Slowboy qui dit en parlant des clients pour l'événement, ça veut-tu dire que si j'ai ma passe au gym industriel, c'est gratuit? Non, malheureusement. C'est pas gratuit, c'est réservé vraiment aux membres. Moi, je loue la salle, j'ai les gars qui sont là, tout ça, fait que c'est sûr que oui, il y a un frais, c'est 40$ qu'on charge pour chaque personne. Donc, mais si tu veux, on va te rejoindre. Sam, si tu es encore là, tu peux écrire à Slowboy pour envoyer le formulaire. Fait que si vous êtes intéressé, ce que je vais faire, justement, juste à nous faire un DM événement, marqué événement ATS, puis on va vous envoyer le formulaire à remplir. Donc, on a 5 places pour les non-membres. Fait que merci, Sam. Good. Fait que that's it. Ben, un gros merci pour ceux qui se sont présentés à ce live, puis on se revoit la semaine prochaine. All right. Ciao tout le monde.